Ici Alec Castonguay. Avec Éric Bruno, on replonge dans les coulisses incroyables de la crise de la COVID-19. Secrets, rebondissements, dignes d'un film d'action. Le printemps le plus long, secret d'une pandémie. En exclusivité sur Radio-Canada, audio. Voici à la une, édition du vendredi 7 mars. Bonjour, ici Claude-Sophie Hennekens. Mathieu Bellumeur reprendra sa chaise dès lundi. Je suis certaine qu'il y a eu une très belle semaine de congé, mais c'était aussi une très belle semaine pour travailler, du moins pour les journalistes. Vous serez d'accord pour dire qu'on en a vu de toutes les couleurs. Bonjour, collègues. Bonjour. Vincent, vous vous y collez encore ce matin. Les fameux tarifs avancent, reculent, pas de côté. Je ne sais pas si c'est le cha-cha-cha ou le tango, mais Donald Trump donne l'impression qu'il ne sait pas vraiment sur quel pied danser et il entraîne ses partenaires sur une piste plutôt glissante. Oui, et là, il y a un sursis pour tout ce qui est contenu dans l'accord de libre-échange que Donald Trump avait signé avec le Canada et le Mexique. Donc, sursis jusqu'au 2 avril. Et là, on arrive à la fin de la semaine et on se dit, OK, tout ça pour ça. En même temps, c'est un sursis, donc, mais l'incertitude, elle, va demeurer parce que qu'est-ce qui arrive au 2 avril? J'ai une petite pensée ce matin pour les chefs d'entreprise. Généralement, un bon entrepreneur, là, ça sait s'adapter quand l'horizon est prévisible, même s'il est difficile, on est réussi à s'adapter. Mais là, face à tout ce chaos, là, c'est une autre affaire et ça ne doit pas être évident d'essayer de suivre ce qui se passe présentement, surtout si on vend des produits de l'autre côté de la frontière. Mais on y revient quand même tout à l'heure. Oui, oui. Sami Rebaïn, lui, va venir en studio avec le dossier qu'on lui a confié un peu plus tard dans l'émission, c'est-à-dire la situation en Ukraine. La Russie se déchaîne pendant que l'Europe se mobilise. Véronique Méran, allez hop, l'électrocardiogramme des températures est dans une phase descendante aujourd'hui. Ah oui, et on a un coup de pouce du vent ce matin, vraiment vif. Là. Oui, donc, ça pince. Oui, ça pince. Si vous sortez, il fait moins 7 à Montréal. Refroidissement éolien, moins 18 quand même. Il faut le considérer. Donc, moins 7 Montréal, moins 9, moins 8 là, si vous allez vers l'Estrie, les Laurentides, Québec, secteur de l'Outaouais. On aura des températures qui seront autour de 0, moins 2 aujourd'hui, mais les vents vont demeurer présents, agaçants, aujourd'hui et demain. Dimanche, on aura une impression un petit peu plus confortable, mais c'est quand même une fin de semaine à saveur d'hiver. Bon, est-ce qu'on aura beaucoup de soleil? Pas aujourd'hui tant que ça. Quelques éclaircies ici et là, mais sinon plutôt nuageux. Des flocons dispersés. En Estrie, un petit peu de neige. Ça peut engendrer de la poudrerie justement à cause des vents, mais il n'y a pas de grandes accumulations sur le sud du Québec. Au cours de la soirée de la nuit prochaine, c'est le même scénario. Donc, les températures de jour, 0, moins 2. Moins 8, moins 11 la nuit prochaine. Demain, samedi, même scénario, variable venteux, flocons ici et là. Un peu de neige en Estrie à cause du vent, de la poudrerie. Même chose vers Québec, 1 centimètre ou 2. Les températures de jour, moins 3, moins 5 degrés. Mais avec le vent, on va avoir des impressions de froid là, pas mal toute la journée. Dimanche, moins venteux, variable, flocons ici et là, des températures de 0, moins 3. Donc oui, dimanche, on va dire, finalement, c'est un petit peu plus confortable pour la journée de dimanche. On achète. Il y a encore de la neige du côté de l'Abitibi. Ça s'estompe aujourd'hui avec des vents très présents aussi, un maximum de moins 8. Et là, dans l'est du Québec, les conditions demeurent compliquées. On a cet avertissement de tempête hivernale qui est en vigueur pour le Bas-Saint-Laurent, des avertissements de pluie pour la Côte-Nord. Donc, les secteurs le long du littoral, Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Capcha, là, c'est une trentaine de centimètres de neige que l'on aura. Un petit peu plus au nord, Fermont, près de 25, près du fleuve, 5 à 15, des vents forts, de la poudrerie. Et à l'est du système, là, c'est beaucoup plus doux. Secteur de la Gaspésie, de la Basse-Côte-Nord, beaucoup de pluie. 75 mm possible sur la Basse-Côte-Nord, 40 à 60 mm à Gaspé jusqu'à ce soir. Donc, intense encore dans l'est du Québec aujourd'hui. En territoire ontarien, on retrouve un ciel assez variable dans l'ensemble. Les températures de l'ordre de moins 4 à moins 6. Portion centre et nord, Toronto-Windsor, 2 à 4 degrés. Ciel variable. En Ottawa, il y a des flocons, des éclaircies, beaucoup de vent aussi. Température autour de moins 1, mais le vent accentue la sensation du froid. Et dans l'ouest, les conditions clémentes se poursuivent. Une dizaine de degrés à Vancouver, ciel variable, 8 à 11 à Edmonton et Calgary. Il fera 2 à Regina, moins 5 à Winnipeg. Les conditions sont un petit peu plus nuageuses, mais la fin de semaine sera douce dans l'ouest à
saveur de printemps. Et on n'oublie pas qu'on s'en va vers un changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, on se retourne à l'heure avancée de l'Est. Donc, on avance d'1 heure, on perd 1 heure de sommeil, mais on gagne en luminosité. Soleil qui va se coucher après 18 heures dimanche. Bon, ben. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Merci, Véronique. Bonne fin de semaine. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Ben oui, c'est vrai. Jean-François au sport. Bonjour. Le Canadien s'incline devant les Oilers d'Edmonton. Oui, ça se passait hier à Edmonton, au Rogers Place. Et donc, le Canadien a perdu 3-2 contre les Oilers. Evan Bouchard a marqué en fin de prolongation. Et les Oilers ont donc défait le Canadien. Bouchard qui a fait bouger les cordages avec 8 secondes à faire à la période supplémentaire. Il a profité d'une passe de Connor McDavid, mais McDavid avait été quand même assez discret dans ce match-là pour déjouer finalement le gardien Samuel Montembeault. Le Canadien qui tentait de remporter un 6e match de suite pour la première fois depuis mars 2017. Ça a donc pas été réussi, mais on est allé chercher un point quand même. Ça a été important pour le Canadien parce qu'on est dans une lutte très serrée pour une place en séries éliminatoires. Et ce qui aide le Canadien de Montréal, c'est que tous les rivaux du Canadien actifs dans cette course aux séries, dans l'Association de l'Est, hier ont perdu soit les Red Wings de Détroit, les Blue Jackets de Columbus, les Flyers de Philadelphie et les Bruins de Boston. Ce qui fait que le Canadien, malgré ce revers, se rapproche tout de même à 1 point des Sénateurs d'Ottawa et de cette place en séries éliminatoires. Alors, tout n'est pas perdu. On a sauvé les meubles pour ce qui est du Canadien. Cole Caulfield a marqué son 31e but de la saison et un très beau but pour sa part. Joël Armia également a marqué pour le Canadien de Montréal et Samuel Montembeault a repoussé 30 tirs. Prochain match pour le Canadien, samedi, on va rendre visite aux Flames de Calgary. Petit mot sur Cale Makar, le défenseur de l'Avalanche du Colorado. Dans un gain de 7-3 de sa formation contre les Sharks de San Jose, et il y est allé d'une soirée de 6 points. C'est quand même pas courant pour un défenseur. 2 buts, 4 passes. Il est devenu seulement le 3e défenseur dans les 30 dernières années à connaître une performance de 6 points après Christopher Letang et Sheldon Surrey il y a quelques années. Et c'est surprenant, oui et non, parce que Cale Makar, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Très bon défenseur offensif qui est allé d'une très bonne soirée encore hier. Et puis, juste un mot pour les équipes canadiennes qui jouaient. Les Jets de Winnipeg l'ont emporté 4-1 contre les Flyers et les Flames ont subi un revers de 3-2 contre les Stars de Dallas. Et du côté des filles, la victoire de Montréal a subi un revers à Toronto. Oui, c'est ça. On entamait donc un voyage de 4 matchs à l'extérieur. On a subi une défaite de 4-1 aux mains des Sceptres de Toronto. Ça se passait au Colisée Coca-Cola. Et ce n'était pas Anne-Renée Desbiens qui était devant le filet de la formation. On sait que c'est la meilleure gardienne de but de la Ligue. Et les joueuses le disaient, Anne joue très, très bien. Anne-Renée joue très, très bien. Faut qu'on appuie Anne-Renée Desbiens. Et puis hier, c'est Hélène Chouli qui a commencé la partie. Et on a donné des buts rapides dans le cas de la victoire. Alice Munro et Maggie Connors sont allés de 2 buts en l'espace de 59 secondes en deuxième période. Et finalement, Chouli a été remplacée par Anne-Renée Desbiens. Donc, revers de 4-1 pour la victoire. Et malgré tout, la victoire reste au sommet de la LPHF avec 6 points d'avance sur Toronto. On poursuit le voyage à l'étranger pour l'équipe de Montréal. Et puis finalement, au moins une bonne nouvelle dans votre discours. Au tennis à Indian Wells, Gabriel Diallo passe au 2e tour. Oui, Gabriel Diallo, le Montréalais, a défait Zizhen Zhang, le Chinois 51e mondial, quand même un joueur de haut niveau pour Gabriel Diallo. Il s'est imposé en 3 manches de 2-6, 6-2 et 7-6 dans un match qui avait été interrompu par la pluie la veille à Indian Wells, au Masters Mill d'Indian Wells, qui est un des tournois les plus importants de la saison. Assez rare quand même que les matchs soient interrompus par la pluie en Californie, surtout à Indian Wells, où on joue dans une espèce de zone désertique. Et finalement, Diallo, qui a été bien efficace au service, il a obtenu 70% de ses points sur sa première balle de service, en plus de réussir 9 as, a défait le Chinois. Il va affronter aujourd'hui même, au 2e tour, le Français Arthur Fils, 20e tête de série. Merci Jean-François. Merci. Alors, Donald Trump recule une fois de plus sur l'imposition de tarifs contre le Canada. Il a annoncé hier un sursis d'1 mois sur les marchandises canadiennes et mexicaines déjà couvertes par l'accord de libre-échange nord-américain. Pour l'instant, le gouvernement canadien demeure sur ses gardes. Les contre-tarifs ciblés appliqués mardi demeurent en vigueur, mais la deuxième vague, beaucoup plus large, est repoussée au 2 avril. Vincent, un autre rebondissement donc dans cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.
Et vous savez, quand les marchés boursiers montent, le président américain a tendance à bomber le torse et à s'en féliciter, à en prendre tout le mérite. Mais là, non. Est-ce que le président serait inquiet présentement, inquiet de voir plusieurs indices boursiers dégringoler depuis le début de la semaine et effacer la plupart des gains réalisés dans les derniers mois? La question lui a été posée par un journaliste de l'AFP. I'm not even looking at the market because long term, the United States will be very strong. I think it's globalists that see how rich our country is going to be and they don't like it, you know. Donc, le président américain qui affirme qu'il ne porte pas attention au marché boursier, que les fluctuations n'ont pas influencé sa décision d'accorder un autre sursis d'1 mois jusqu'au 2 avril sur les tarifs douaniers imposés sur la plupart des produits canadiens et mexicains. Et le sursis d'1 mois est sans doute bien accueilli, là, mais c'est loin de calmer les inquiétudes des gens. Et surtout l'incertitude. Qu'est-ce qui va arriver, par exemple, sur les tarifs sur l'aluminium et l'acier? C'est dans 5 jours, ça. D'ici le 2 avril, qu'est-ce qui pourrait convaincre Donald Trump d'enterrer la hache de guerre commerciale? Il n'y a personne qui ne le sait vraiment. Il y a aussi tout ce concept de tarifs réciproques qui ne semble clair que dans la tête du président américain, là. Bref, oui, il y a un sursis, mais il y a de l'incertitude et la confusion demeure omniprésente. Et en affaires, ce n'est pas des bons ingrédients très nourrissants pour la prospérité d'une entreprise ou d'une économie. On va écouter le professeur de droit international de l'Université Laval, Richard Ouellet, qui juge que cette complexité ne fait qu'ajouter à l'incertitude ambiante. C'est un drame pour le propriétaire de PME qui doit se demander du jour au lendemain: est-ce que dans le contrat que j'ai avec mon client américain ou avec mon fournisseur américain, il y a des droits de douane qui s'appliquent? Ce propriétaire-là de PME, pour lui, c'est un cauchemar. Si son volume d'affaires avec les États-Unis représente une partie importante de son activité, il ne peut pas vivre avec cette incertitude-là du jour au lendemain. Et ça, il va falloir passer à travers cette tempête-là parce que le président tient à son incertitude, c'est son arme, mais on a hâte que ça s'arrête. Oui. Et malgré le recul, le gouvernement canadien maintient donc une certaine pression sur le gouvernement américain. Oui, les tarifs ciblés d'une trentaine de milliards de dollars qui visent l'économie de certains États favorables à Donald Trump restent en place, mais le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il renonçait pour le moment à sa deuxième vague de contre-tarifs qui devait s'appliquer sur 125 milliards de produits américains. L'Ontario va de l'avant pour l'instant avec sa surtaxe de 25 % sur l'électricité qui est vendue au Michigan, au Minnesota et dans l'État de New York, la surtaxe qui doit entrer en vigueur lundi. Et on parle de plus en plus d'une nouvelle mouture d'un accord de libre-échange pan-canadien, libéraliser les échanges entre les provinces. Les provinces qui ont signé en 2017 l'accord de libre-échange canadien pour réduire certaines barrières, mais il en reste encore beaucoup. Là-dessus, le professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, Patrick Leblond. Dans certains cas, pour des entreprises, par exemple au Québec, parfois c'est moins cher, plus facile de faire affaire aux États-Unis, disons dans l'État de New York, que de faire affaire aussi en Alberta ou en Colombie-Britannique. Alors, et ça, parfois, il y a la distance, bien sûr, qui joue un rôle. Mais parfois aussi, les barrières réglementaires peuvent être plus difficiles que parfois avec les Américains. Donc, il faut essayer du mieux qu'on peut de libéraliser. La ministre fédérale responsable du commerce intérieur, Anita Anand, qui estime que la suppression des barrières commerciales entre les provinces pourrait ajouter jusqu'à 200 milliards de dollars à l'économie canadienne qui cherche à se diversifier et à moins dépendre des États-Unis, on le comprend. Oui. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie, bonne fin de semaine. Je me tourne immédiatement vers Gabriel Lemarquand-Perrault, qui est à Ottawa, parce que, évidemment, les tarifs douaniers retiennent beaucoup l'attention des journaux aussi ce matin. Oui. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Claude-Sophie. Alors, c'est ça fait beaucoup réagir aussi dans les journaux ce matin. Trump suspend encore les tarifs, titre ce matin le journal Le Devoir. Trump recule sur les droits de douane imposés au Canada et au Mexique. Trump traite l'économie nord-américaine comme son jouet personnel alors que les marchés s'agitent au gré des caprices du président, a réagi hier The Wall Street Journal dans un éditorial. Même son de cloche dans la chronique ce matin de Mario Dumont dans les pages du Journal de Montréal. Trump fait des bouffonneries avec les emplois d'un continent. Il écrit depuis son assermentation ce qu'a
qu'a fait Donald Trump en matière de commerce constitue une honte pour tous ceux qui croient au sens de responsabilité en politique. Imaginez l'incertitude qu'il fait planer sur ceux qui doivent prendre des décisions économiques. Le Journal de Montréal ce matin qui nous apprend que plusieurs manifestations sont organisées demain devant des consulats américains. Des milliers de manifestants vont former des chaînes humaines de couleur rouge-sang dans plusieurs villes du Québec pour dénoncer le duo Trump-Musk. Bien sûr, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, l'autrice et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette dit en entrevue au Journal de Montréal: on regarde les nouvelles en étant pétrifié comme un chevreuil qui voit un char. Alors, des rassemblements qui sont organisés, 14 rassemblements demain dès 11h, tant au Québec qu'en Ontario. Le Journal de Montréal aussi ce matin parle de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Contrairement au Québec, l'Ontario imposera un tarif de 25 % sur son électricité, et ce, même si Donald Trump recule encore à l'égard du Mexique et du Canada. Donc, Ford est fort, lui, titre ce matin le quotidien montréalais. Et il n'y a pas que le quotidien du Journal de Montréal qui s'intéresse à Doug Ford. Il y a aussi le journal Le Monde qui consacre un article au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, un capitaine Canada contre Donald Trump. Et dans un tout autre ordre d'idées, les autorités canadiennes ont mis la main sur 2 cahiers de comptabilité de passeurs. Et c'est ce que nous apprend le quotidien La Presse ce matin à la une organisation criminelle mexicaine qui s'est installée à Montréal où elle a fait fortune en faisant traverser légalement la frontière canado-américaine à des centaines de migrants. Maintenant, les autorités canadiennes ont eu un accès inédit au secret du groupe grâce à ces documents, justement. Un groupe que les autorités espèrent neutraliser au cours des prochains mois, nous disent les journalistes de La Presse ce matin. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à corriger les mots les plus répétés par nos politiciens fédéraux. Vous en avez peut-être quelques-uns Continuez. en tête. Oui, exactement. Continuez. C'en est un. Taxe aussi. C'en est un. C'est le quotidien, le Journal de Montréal ce matin. En fait, le bureau d'enquête de Québécois qui a analysé 130 000 interventions des 355 députés fédéraux entre novembre 2021 et décembre 2024. Justin Trudeau a ainsi martelé 1793 fois le verbe continuer en 3064 interventions. Et son opposant Pierre Poilievre, le chef conservateur pour qui le terme taxe est de loin le mot préféré, avec 2760 répétitions en près de 3000 interventions. Il a notamment répété taxe carbone 964 fois. Sinon, parlant du chef conservateur Pierre Poilievre, nos collègues de la colline parlementaire ce matin nous apprennent que le chef Pierre Poilievre promet qu'il modifiera la loi sur les conflits d'intérêts s'il est élu pour obliger tous les candidats à la chefferie d'un parti de divulguer leurs avoirs financiers au commissaire à l'éthique dans les 30 jours suivant le dépôt de leur candidature. Il veut ainsi mettre fin à ce qu'il a appelé l'échappatoire Carney. Et je termine avec le Globe and Mail ce matin qui nous apprend à sa une que le premier ministre Justin Trudeau, qui en a ces derniers jours, parce qu'un nouveau ou une nouvelle personne sera élue à la tête du Parti libéral ce dimanche, eh bien, le premier ministre Trudeau et son cabinet ont approuvé des dizaines de nominations par décret au cours des derniers jours du gouvernement libéral. C'est ce que révèlent certaines sources proches de M. Trudeau. 70 nominations, dont 12 juges. C'est ce qu'ont indiqué, 3 sources au Globe and Mail. Et il y a eu une découverte assez inusitée aujourd'hui dans une gare en France. La gare du Nord à Paris, une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée près des voies ferrées. Quand même? Oui, quand même. Donc, justement, dans cette gare parisienne. Donc, pour l'instant, les trains, la plupart des trains sont arrêtés dans cette gare. Pas de crainte pour la sécurité, par contre, même si on tente d'analyser, tenter de désamorcer cette bombe. Mais oui, une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée dans la gare du Nord à Paris aujourd'hui. On se demande bien ce qu'elle fait encore là, mais... Oui. Bon, on se pose tellement de questions cette semaine, ça n'en est qu'une de plus. Merci beaucoup, Gabriel. Bon week-end. Bye. L'Ukraine a été la cible de violents bombardements russes pendant la nuit. On fait le point là-dessus avec Sami Rebaïn. Sami, des infrastructures énergétiques, bien sûr, ont été prises pour cible. Voilà, des infrastructures de plusieurs régions différentes, pour être un peu plus précis. Des installations stratégiques pour l'effort de guerre. À Kharkiv, une infrastructure civile a également été touchée, ce qui a fait 4 blessés pour l'instant. On peut écouter une femme, une aînée, rencontrée pendant qu'elle ramassait des débris chez elle.
J'ai 81 ans, j'ai fui la guerre et maintenant la guerre m'a rattrapé. Je ne sais pas quoi faire ou quoi dire maintenant. Dieu merci, il ne fait pas froid. À mon âge, ça aurait dû me tuer. Alors Claude Sophie, c'est pas loin de 60 missiles et près de 200 drones qui ont mené la charge selon les autorités ukrainiennes. Ces mêmes autorités ont toutefois indiqué avoir réussi à neutraliser une centaine de ces drones et une trentaine de missiles. Et ça, c'est grâce aux efforts des alliés français. Des avions de chasse qui leur avaient été livrés il y a seulement un mois ont donc participé pour la première fois à repousser une attaque aérienne ennemie. Et faut-il le dire, Samy, cet assaut russe survient au moment, bien sûr, où l'aide américaine est suspendue. Voilà, d'ailleurs, de nombreux observateurs craignent un important affaiblissement des capacités de défense anti-aérienne de l'Ukraine. Il faut garder en tête que le président américain est aussi de plus en plus réticent face aux obligations de l'article 5 de l'OTAN, qui stipule que lorsqu'un allié est attaqué, tous les autres membres de l'organisation doivent les défendre, ce qui met l'Europe plus largement dans une posture de plus en plus difficile. On peut écouter Donald Trump qui s'est exprimé sur le sujet hier. S'ils ne paient pas, je ne les défendrai pas. Je me suis attiré beaucoup de critiques quand j'ai dit ça. Si les États-Unis étaient en difficulté, pensez-vous qu'ils viendraient nous protéger? Ils sont censés le faire, mais je n'en suis pas sûr. Alors, il parlait notamment de la France, dont son président Emmanuel Macron a comparé les velléités de Vladimir Poutine sur l'Europe à celles de Napoléon à une certaine époque. Voici ce qu'il avait à répondre à Donald Trump. C'était il y a quelques heures lors du sommet européen extraordinaire qui s'est déroulé à Bruxelles. Donc nous sommes des alliés loyaux et fidèles. Que quiconque ose en douter regarde simplement l'histoire contemporaine qui est la nôtre. Elle justifie tout simplement ce que nous avons pour les États-Unis d'Amérique, ce que j'ai pour ses dirigeants, respect et amitié. Et je pense qu'on est en droit de réclamer la même chose, parce que notre histoire montre qu'on le mérite. Et Samy, où en sont les tractations diplomatiques dans ce conflit? Alors, on a appris dernièrement que le président ukrainien se rendra en Afrique du Sud le 10 avril. Il faut savoir que pour de nombreux observateurs, l'Afrique du Sud est proche de Moscou. Selon un porte-parole sud-africain, cette visite s'inscrit dans le prolongement des engagements pris par le président Cyril Ramaphosa avec le président Poutine et le président Zelensky en faveur d'un processus de paix. Merci beaucoup, Samy. Au plaisir. Alors, à surveiller aujourd'hui, en terminant cette émission, le ministre fédéral des services aux citoyens, Terry Beach, va tenir un point de presse pour annoncer d'importantes améliorations au service de passeport à Ottawa. Ça va intéresser plus d'un citoyen. Justin Trudeau participe à une table ronde avec le milieu des affaires à Montréal. La conférence fédérale sur la violence liée aux armes à feu au Canada se tient à Ottawa. Ça commence ce matin. Il y aura un point de presse des maires canadiens et américains, vous savez, qui sont réunis à Washington. C'est en début d'après-midi. Stephen Guilbeault et Benoît Charette vont annoncer une protection spéciale de certains milieux marins. Alors, il y a bien d'autres choses aussi sur la scène internationale. Vous vous en doutez. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était à la une. Je vous dis, moi, à la prochaine.